Je suis super heureux de partager cette interview en toute intimité avec toi, Maëva Martinez. Eh ben, Bonjour. moi aussi, salut, après toutes ces années. Mais oui, ça fait des années, j'ai l'impression de rajeunir un petit peu. Ça va, on n'a pas vieilli. Non, pas du tout. Non, pas du tout. On se connaît maintenant depuis Secret on a Story. vieilli, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais on n'a pas vieilli. Bien sûr, mais voilà, moi je t'ai vu naître. Je trouve qu'on a glow up même. Ah, vous nous le dites dans la barre de commentaires. Moi je t'ai vu naître dans Secret Story, naître médiatiquement parlant. J'ai vu la naissance de ton enfant aussi sur les réseaux sociaux. Je vois ton évolution, tes combats, et c'est appréciable et beau de voir cet épanouissement. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir parler de ta nouvelle vie, Maëva Martinez. Et alors, j'ai chopé cette biographie de toi sur Internet. Tu te googlises de temps en temps? Alors, je me googlise pas, j'ai toujours peur de trouver des choses que j'ai pas envie de voir. Bon, d'accord. Alors, tu vas me dire, tu vas corriger ou pas ta biographie Internet. Ouais. Ça dit « Maëva Martinez connaît une enfance tourmentée, grandissant dans un quartier difficile avec sa mère et ses frères. Son beau-père les a abandonnés quelques années plus tôt, et son père biologique fait partie de l'entourage de sa famille, mais ne souhaite pas la reconnaître comme étant sa fille. Maëva apprend cela à seulement 12 ans. Son adolescence est compliquée. Elle aide beaucoup sa mère et de multiples difficultés l'empêchent de mener une scolarité normale et d'avoir une enfance sereine. Est-ce que tu es en adéquation avec cette biographie Google? Alors oui, c'est quasiment tout vrai. Je suis choquée. Sérieusement, il y a une biographie sur les gens comme ça. Je ne savais pas du tout et c'est presque ça. Sauf que c'est par rapport au beau-père, l'abandon du beau-père, j'ai un papa qui m'a reconnue en tant que sa fille. Et effectivement, il est parti très très tôt. Et donc, je pensais que c'était lui, mon père, jusqu'à l'âge de 11-12 ans où j'ai su que c'était quelqu'un d'autre qui n'était pas si loin finalement. Ok, merci pour cette rectification. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir, maintenant que tu es maman, tu as mis au monde un magnifique petit Gabriel, de quelle manière ton passé impacte ton rôle de maman aujourd'hui? Alors, de quelle manière c'est très vaste. Déjà, il faut savoir que on m'avait dit, tu verras, quand on a une enfance un peu compliquée, liée au père, à la mère, etc., il peut y avoir des choses qui remontent pendant la grossesse. Ça, j'y croyais pas du tout, parce que moi, je pensais avoir à peu près soigné toutes les blessures, en tout cas être passée au-dessus, etc. Et en fait, effectivement, vers 5 mois, j'ai reçu j'ai eu des émotions négatives, je revivais des cauchemars, comme des terreurs, etc., des choses que j'avais vécues. Et du coup, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, on dit que le fœtus, le bébé, ressent tout dans le ventre de sa mère et ça peut impacter son caractère plus tard. Et il peut récupérer tes peurs, etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement vu une thérapeute qui travaille sur l'inconscient. Et voilà, on a coupé des liens, on a coupé des schémas répétitifs, etc. afin que je me sente mieux. Et ça a très vite marché en 2 séances. Donc déjà, dans un premier temps, voilà ce que j'ai fait pour mon fils. Et effectivement, étant donné que ça a été un peu difficile pour moi, même très très difficile pour moi dans ma jeunesse, alors déjà comment ça peut impacter et comment ça impacte. J'ai peut-être ce truc de vouloir tout bien faire. J'ai des craintes, j'ai des peurs j'ai des craintes et j'ai des peurs, pas de reproduire, mais qui puissent de ne pas être à la hauteur, par exemple. Là, j'ai peur qu'un jour ils se sentent abandonnés. J'ai peur aussi qu'un jour j'ai plus cette parfaite famille où il y a le mari, la maman, etc. Parce que ce que je veux surtout pas, c'est que mon fils puisse manquer d'un père, parce que je sais ce que c'est. Mais je dirais qu'en fait, j'ai tout fait. Vraiment, jusqu'ici, j'ai tout fait pour que ça n'impacte pas ma vie. C'est-à-dire que je l'ai toujours dit avant, même je ne voulais pas forcément d'enfant à cause de l'enfance que j'ai eue. Et parce que je me disais que de toute façon, je n'arriverais pas à avoir cet idéal que j'ai dans ma tête. Je n'arriverais pas à construire cette famille. J'aurais pas ci, j'aurais pas ça. Et donc, je ne veux pas d'enfant. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu en as parlé avec ton mari, avec le papa de l'enfant? Complètement. Parce que le fait d'avoir manqué d'une figure paternelle explique ces craintes que tu peux avoir aujourd'hui par rapport à ton schéma actuel. Mais du coup, j'avais d'ailleurs laissé une vidéo sur YouTube où je disais,
moi, je ne ferai pas d'enfant si ma situation financière n'est pas ultra correcte, si celle de mon mari ne l'est pas, si je ne suis pas mariée, si je n'ai pas de maison, si je ne suis pas sûre de mon mari. Et j'avais plein de choses comme ça. Si j'ai pas de l'aide aussi, parce que je sais qu'un enfant c'est difficile, et je m'étais dit, si je suis isolée, si j'ai pas d'aide de famille, je ne ferai pas d'enfant parce que je ne me voyais pas. C'est peut-être égoïste et je suis passée pour une égoïste, mais je ne me voyais pas, moi, seule, le cocon familial, m'occuper d'un enfant sans avoir d'aide à côté parce que je sais ce que c'est. Et voilà, j'étais passée pour une égoïste, mais c'est juste mon point de vue, ma manière de voir les choses parce que finalement, il n'y a pas de règle pour avoir un enfant. Il y a des fois, des femmes, elles se retrouvent seules, les finances sont très difficiles, mais elles arrivent très bien à gérer et ma foi, mais tant mieux pour elles. Mais moi, je ne voulais pas d'enfant si j'avais pas tout ça. Voilà. Comment il t'accompagne, ton mari? Alors, dans les premiers mois, ça a été très très dur. Enfin, dans les premiers mois, on est juste à 3 mois, mais disons que son investissement, il a été très très léger jusqu'à ces 2 mois et demi. Et j'ai pas trop supporté parce que d'ailleurs, je lui ai dit, en fait, mon rôle, il est aussi important que le tien. Et ce que tu crées comme lien aujourd'hui avec ton enfant, peut-être qu'il n'aura pas de souvenir au niveau de la mémoire, mais il aura le souvenir, le ressenti. Et je lui avais dit, de toute façon, je t'ai prévenu. Pour moi, le rôle de père, il est important. Donc, il faut que tu l'assumes pleinement. Et c'est pas juste passer des bons moments quand ça t'arrange. Et aujourd'hui, on en est où il a fallu que je fasse un burn-out, il a fallu plusieurs crises parce qu'on est passé sur quelques tempêtes. Mais aujourd'hui, il assume pleinement, on fait une nuit sur 2, j'ai parfaitement confiance, il sait gérer les crises, il sait absolument gérer son fils, même quand je ne suis pas là. Et ça, je suis très rassurée pour ça. Tu penses que ça vient d'où? Est-ce que ça vient de notre société qui nous inculque que c'est la mère qui doit avoir totale maîtrise sur l'éducation d'un enfant, sur les responsabilités liées à un enfant? Pourquoi de façon générale? Alors, bien sûr, il y a plein d'exceptions, mais on a ce schéma du papa qui est parfois moins impliqué dans les débuts. Parce que on a les schémas, tout simplement, je pense que le conditionnement vient du temps des rois. C'est-à-dire que déjà, il y a un truc par rapport à la maternité, la femme est faite pour féconder et l'homme est fait pour travailler et rapporter le pain à la maison. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Comme j'ai dit à Julien, je gagne mieux ma vie que toi, donc très clairement, tu ne me sers à rien financièrement. Et voilà. T'as des cash. Donc, ton application est aussi importante que la mienne. Oui, à l'époque, ça se passait comme ça parce qu'il n'y avait pas le choix. Et puis voilà, après, ça, je pense que ça a suivi tout simplement. Il y a eu de l'évolution. Mais je pense que ça vient de là. En tout cas, moi, après mieux réflexion, je pense que ça vient de là. Et voilà, aujourd'hui, les femmes, elles sont indépendantes. Elles savent se gérer financièrement. Aujourd'hui, les femmes ont aussi envie de travailler et elles peuvent travailler. Elles ne sont pas dans l'obligation d'avoir tant de mois de congé maternité. Puis le père peut prendre un congé paternité. Et le père peut prendre le congé paternité et même, alléluia, il va y avoir un rallongement du congé paternité à partir du 1er juillet. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une évolution parce que même aujourd'hui, je pense que les hommes ont envie de s'investir un peu plus dans leur rôle de père. Bien sûr. Mais je pense que ça vient de là. Quel genre de mère est-ce que tu es pour Gabriel? Comment tu te décrirais? Je sais pas très bien, mais en tout cas, Julien, il dit que je suis quelqu'un de très très aimante. Et c'est ce qu'il aime chez moi, c'est que vraiment, je suis pleine d'amour. Et c'est vrai, voilà. Je suis pleine d'amour. Je pense que c'est l'essentiel en vrai. Je pense que c'est... C'est ça ta question? Oui, c'est exactement ça. De quelle façon ça t'a changé? De quelle façon ça t'a fait évoluer la maternité? Je vois énormément de changements dans tes yeux. Je pense que autant ça m'a mis plein de doutes, plein de questionnements, et autant je crois que je me suis jamais sentie aussi accomplie et aussi comblée que depuis que j'ai mon fils. On prend un rôle tellement important, et pourtant c'est pas un rôle dans la société, c'est vraiment un rôle personnel, mais on prend un rôle tellement important personnellement. En fait, c'est comme si d'un seul coup la femme prenait tout son sens, elle prend sa place. Et c'est comme si enfin j'arrivais à prendre position et comme si même si je sais pas comment t'expliquer, mais ma vie est importante, mes choix de vie, ma carrière, etc. Enfin, il n'y a rien qui est aussi impactant dans le rôle de la femme que son rôle de mère. Et je pense qu'on prend confiance et on arrive à prendre position et tout est plus léger à côté. Donc tout a moins d'importance à côté. Donc donner son opinion n'a pas le même impact.
Je parle trop en fait. Non, mais c'est Je sais pas ton si tu vois ce que je veux dire. C'est ton interview, Maëva, t'es là pour ça. Ce que tu veux dire, c'est que tu as moins peur de t'affirmer, tu as moins peur de Mais parler. complètement, parce que j'ai pris confiance en moi, parce que voilà, j'ai pris confiance en moi, je me sens comblée, ma vie a un sens, voilà. Et de toute façon, peu importe ce qui se passe à côté, mon cocon familial est le plus important et je me sens tellement pleine d'amour. Ben, à côté, tout est plus futile. J'ai pas peur que les gens ne m'aiment pas finalement, tu vois. J'ai pas peur d'être sans faille. C'était une peur que tu pouvais avoir avant. Que je pouvais avoir avant, mais aujourd'hui, tout ça, ça n'a pas la même importance. Tu t'en fous qu'on t'aime pas aujourd'hui? Je m'en fous qu'on m'aime pas et puis surtout, je suis sûre de ce que je dis. Voilà, ouais. Et je pense, enfin, en fait, j'ai compris en me prenant en position, en prenant part et en étant moi-même. Et j'ai compris du coup dans mes combats, en commençant dans mes combats, qu'il y avait plein de femmes qui étaient comme moi et que je faisais le bon choix. Tu as dit dans un de tes posts Instagram, allez suivre son compte Instagram, I am Maëva Martinez, parce que la philosophie qui émane de tes textes, de tes photos, du côté artistique, elle est juste incroyable. Je prends beaucoup de plaisir à être sur ton compte Instagram. En légende, tu as dit, tout ce que tu traverses dans la vie te prépare à ce que tu demandes. Moi, je voulais savoir en quoi ce que tu as traversé dans ta vie t'a préparé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu n'étais pas prête? Alors c'est pareil, j'ai l'impression que je vais beaucoup trop parler parce que c'est très vaste. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Maëva. Ouais. Oui, vraiment. Parce que des fois je me dis, il n'y a que moi qui me comprends et des fois il faut le décodeur Maëva parce que je suis un petit peu plusieurs dans ma tête, donc c'est pas facile à m'exprimer. Je te couperai si j'ai besoin de comprendre. Voilà. Ce que je voulais dire par là, c'est que par exemple, j'ai été très pauvre. Donc, tout ce que tu vis dans la vie te prépare à ce que tu demandes. Je pense que ce que j'ai demandé, c'est vivre bien ma vie et avoir de l'argent. Mais par exemple, tu vois, quand tu as de l'argent, il faut être préparé à gérer cet argent-là. Beaucoup ont du mal. C'est un exemple. Tu vois ce que je veux dire ? On le voit dans la télé-réalité, dans le monde de l'influence. Voilà. C'est comment... Enfin, c'est pas avoir de l'argent pour avoir de l'argent, c'est avoir de l'argent pour construire un avenir et m'assurer une sérénité et une sûreté. Tu comprends ce que je veux dire ? Bien sûr. C'est tout ce que je n'ai pas eu. C'est-à-dire, tu as peur de manquer. Voilà. Voilà, tout ce que j'ai... ce que j'ai traversé dans la souffrance du manque de mon père, dans le rejet, dans l'abandon, dans toutes ces souffrances, j'ai demandé justement à avoir un mari digne de ce nom et avoir un père digne de ce nom pour mon enfant. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui, mais je l'ai voulu fort, je l'ai cherché. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je suis passée par plein d'épreuves et j'ai merdé, mais c'est ce que j'ai demandé. Tu vois ce que je veux dire ? Et des fois, les gens ne demandent pas de la bonne manière. Et il faut vraiment envoyer les bons messages à l'univers. Et il faut vraiment rechercher ce que tu demandes. Il faut poser les bonnes questions et il faut vraiment avoir les bonnes interrogations. Parce qu'en fait, quand tu sais ce que tu veux, quand tu as cette conviction, quand tu vois la ligne droit devant et que tu connais l'objectif, ce que tu veux dire, c'est que tu vas attirer cette finalité à toi. Et tu vas l'attirer, mais tu sais, des fois, on se dit, mais putain, j'attire pas les bonnes choses, mais c'est parce que tu n'as pas fait d'introspection. Tu n'as pas les bons mots, tu n'as pas le bon état d'esprit. Tu vois ce que je veux dire ? Donc l'état d'esprit est important dans le conditionnement de ce qu'on recherche. Complètement. Et j'ai traversé tout ça aussi. Il a fallu beaucoup de recherche. Ça a été un cheminement. Ça a été un cheminement, ouais. Alors j'ai lu aussi sur ton compte Instagram, c'est quelques lignes, mais je vais prendre le temps de les dire parce que je veux vraiment qu'on en parle. Il est clair qu'il y a un énorme tabou sur la maternité, ça doit changer. Nous aimons nos enfants plus que tout. On donnerait notre vie pour eux. D'ailleurs, on se sacrifie une bonne partie pour eux, et ce, avec tout notre amour et parce qu'on le désire. Mais tout cela n'empêche pas le poids de la maternité et la charge mentale. Ouais. Sans compter la pression qu'on se met nous-mêmes, oui. Puis celle de la société. Et sinon les autres, celles qui nous montrent du doigt avec leur « fallait pas faire des gosses si t'es crevé, si tu sais pas gérer, si c'est pour pleurer ». Pour moi, celles-ci sont des menteuses. On nous prône un bonheur sans faille, ce bonheur est immense, mais pas sans faille. Tu as le droit d'en avoir marre parfois. Quelles sont ces failles de ce bonheur ? En quoi ton témoignage peut aussi aider d'autres femmes ? Alors, effectivement, j'ai compris en étant maman qu'il y avait beaucoup de tabous sur la maternité. J'ai compris, il y avait cette partie-là où quand je m'exprime sur les réseaux sociaux par rapport à ce que je vis, il y a beaucoup de messages privés de mamans qui me partagent leur vécu et qui m'expliquent qu'elles n'ont pas eu le courage de le dire à leur entourage ou sur les réseaux, d'ailleurs même des mamans connues.
Euh, et, et qui me remercient pour ça parce qu'il faut que ça change. Voilà. Et j'ai compris qu'il y avait énormément de mamans qui ont souffert aussi dans la maternité, de papa aussi. Mais parce que c'est quelque chose de beau, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, et je pense que c'est la chose la plus extraordinaire, et parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas enfanter, nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Il y a aussi cet autre côté où il y avait voilà, ces personnes-là qui montrent du doigt. Ça m'étonnera toujours, mais voilà, il y a ces personnes qui te montrent du doigt pour les difficultés que tu traverses. Et ouais, moi j'ai 3 enfants, nanani, nanana, je me plains pas. Je pense pas que cette maman-là, elle a jamais piqué de crise. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je pense que ce sont des menteuses. Ça doit être dur à encaisser quand même, quand on C'est vient pas- d'avoir un enfant et C'est qu'on pas est jugé. évident. Alors heureusement que j'ai du caractère et que j'ai voilà, mais c'est pas évident parce que j'ai eu des mamans qui m'ont dit qu'elles l'ont dit et que elles n'ont pas été écoutées par la famille et les amis en disant ouais, ça va, arrête de te plaindre, c'est quand même pas compliqué, c'est juste des cris, non mais ça va. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment déjà il y a un manque de soutien pour la maman parce qu'on est vachement soutenu pendant la grossesse, on a des rendez-vous, etc. Puis derrière, plus rien après l'accouchement. Donc il y a un problème ici en France, alors qu'au Canada, ça ne se passe pas du tout comme ça, par exemple. D'ailleurs, il y a même culturellement, en Afrique, la maman reste 40 jours alitée pendant que la famille prend le relais avec le bébé. Enfin bref, mais en France, il y a un... Ah, tu t'es renseignée? Ouais, non, mais moi, c'est mon combat, je me renseigne tous les jours, ouais. j'en apprends tous les jours, Mais- c'est fascinant. Mais bien sûr que c'est fascinant. Et si tu t'es renseignée, ça veut dire que tu t'es questionnée, tu t'es remise en question. Complètement. Mais je me suis aussi demandé si j'exagérais pas, est-ce que j'étais capable d'assumer, est-ce que ceci, est-ce que cela. Mais bon, non, je sais que je suis une bonne mère et je sais aussi que si je pète un câble, c'est aussi parce que je fais tout ce que je peux et que je me tue la tête à trouver 30 000, à trouver des rendez-vous, à chercher ce qui ne va pas, à vraiment être mieux, tu vois. Mais là où je voulais en venir, c'est que... alors, je vais peut-être me faire pointer du doigt, à mort, hein. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, les femmes peuvent être indépendantes, les femmes aiment travailler, les femmes s'assument et les femmes prennent position dans ce monde. Ok, et il y a aussi d'autres femmes qui ne sont pas là-dedans, en fait. Qui sont justement... Enfin, il y a des femmes, elles sont heureuses dans la maternité. C'est-à-dire qu'elles peuvent pondre. Moi, je n'ai pas ce truc. On est beaucoup à ne pas avoir ce truc. Il y a beaucoup de femmes qui ont ce truc. C'est-à-dire qu'elles sont heureuses à être à la maison et à être mère au foyer. C'est leur rôle, elles sont faites pour ça. Elles sont comblées d'amour quand elles sont à la maison à s'occuper du foyer. Et c'est un rôle qui est magnifique. Et ces femmes-là font des grandes familles. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des femmes comme moi, un enfant, je me dis pas d'eux. Ah, t'en veux pas un deuxième au moment où on parle? Au moment où on parle, je ne dis pas d'eux. Je suis la plus heureuse d'avoir mon fils. J'espère vraiment... j'ai un autre regard sur la maternité. Et moi, je suis heureuse quand je suis femme aussi, tu vois. Moi, je ne peux pas être heureuse dans mon rôle de maman si je ne me sens pas femme. En fait, vraiment, j'ai besoin des deux. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu fais pour avoir les deux? Est-ce que ça se fait de façon naturelle? Est-ce que tu as eu besoin de t'adapter, de réorganiser ta vie? De toute façon, tu es obligé de t'adapter au rythme. Et puis voilà, on n'a pas tous des bébés faciles. Il y a des bébés qui sont plus difficiles. Je ne suis pas tombée sur le bébé le plus facile. Mais voilà, moi, j'ai besoin de me dire, je veux voyager. Parce qu'à la base, je voulais voyager avec mon mec. Tu vois, enfin... C'est un peu comme ça que je voyais les choses, businesswoman, etc. Donc, je suis partie sur autre chose parce que l'amour, parce que j'ai finalement trouvé mon idéal. Je me suis finalement dit que ça pouvait marcher, tu vois, et que ça pouvait être comme je l'imaginais dans ma tête plus jeune. Alors, je me suis lancée. Je suis la plus heureuse, mais je ne me vois pas fonder une grande famille. Je ne me vois pas une fois passé les 3 ans dans les couches, je ne me vois pas m'y remettre. Mais alors, pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas de remords à le dire. Et ça n'empêche pas que mon fils aura tout l'amour du monde. Mais pourquoi je lui montrerai le monde. Pourquoi tu disais je vais certainement me faire pointer du doigt pour parce ça? Ça veut dire que c'est tabou, ça aussi, de dire tabou. je ne veux pas d'un deuxième enfant parce que je ne veux pas revivre tabou. tous ces moments difficiles? C'est complètement tabou. Et il y a beaucoup de femmes qui disent, qui comprennent pas et qui montrent du doigt quand tu as envie d'être une femme à côté, quand pour toi prendre soin de toi c'est important, quand pour toi aller travailler c'est important, quand pour toi générer de l'argent c'est important, quand tu as d'autres priorité. Alors attention, quand tu as un enfant, c'est vrai que c'est ta priorité. Mais j'ai besoin que mon monde soit complet. J'ai ma manière à moi de visualiser les choses.
Mais chacun a... Moi, je pointe pas du doigt celles qui veulent, désolée pour le terme, hein, mais celles qui veulent pondre voilà, tous les 2 ans, quoi. Je veux dire, je trouve ça extraordinaire. Enfin, chacun doit être heureux comme il a envie d'être heureux et on est heureux de manière différente. C'est comme ça. Mais il faut pouvoir le respecter et il faut pouvoir se soutenir là-dedans, en fait. Il y a des femmes qui ne veulent pas être enceintes, elles détestent être enceintes, elles préféreront adopter. Et heureusement qu'il y a ces femmes-là, parce que heureusement qu'il y a des couples qui adoptent. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc en fait, je pense que tous les choix sont magnifiques et respectables à partir du moment où ce sont les tiens et qui viennent du cœur. Et je trouve ça dommage que tout le monde ne le respecte pas. Et je trouve ça dommage qu'il y ait des tabous autour de toutes ces choses-là. Tout le monde est pointé du doigt. On va rester sur les tabous. Il y a certains discours que tu as tenus sur tes réseaux sociaux qui ont choqué des mamans, certains influenceurs, enfin si on peut les appeler influenceurs. Tu as dit « j'ai envie de me pendre ». Mais c'est la vérité, je suis en crise là. On parle de dépression postpartum, mais très sincèrement, c'est le fait de ne pas dormir qui fait péter un boulon. C'est chaud de pas dormir. Ça fait 2 mois et demi que j'ai pas dormi. Je commence à être en dépression, j'y arrive plus. Je n'en peux plus. J'aime mon fils plus que tout, mais je ne peux pas dormir comme ça. Je ne le souhaite à personne. Pourquoi j'ai fait un gosse? J'ai des idées qui me traversent l'esprit, genre casse-toi, tout laisser, partir loin. Je veux dormir et de ne plus exister. Je suis hyper en colère contre tout le monde. Je suis grave dégoûté que ça se passe comme ça. Pourquoi ces propos ont tant choqué d'après toi? Waouh! Alors c'est vrai que quand tu me redis ça, je me dis que vraiment j'étais au bout du rouleau parce que je suis une fille qui est hyper positive, j'ai la joie de vivre. Enfin voilà, je vois toujours le beau côté des choses, etc. Mais je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Heureusement, on fait 1 nuit sur 2 maintenant. Mais non, j'étais au bout du rouleau. Quand je dis que ça fait 2 mois et demi que je n'avais pas dormi, je ne plaisante pas. C'est-à-dire qu'il y a des jours, il y a des nuits où je ne dormais pas. La journée, je ne peux pas dormir parce que j'ai des choses à faire. Et au mieux, j'avais des nuits de 3 heures saccadées sur des tranches de 30-45 minutes. Au mieux. Hein. Et sans compter que tu te lèves. Enfin, on peut que le vivre pour comprendre. Et j'ai littéralement pété un boulon. Alors, quand je entends ces mots, je me dis waouh, c'est quand même très très fort. Parce que vraiment, c'est très très fort. Ça ne me ressemble pas de parler comme ça. Mais je l'ai profondément ressenti. C'est-à-dire que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je pourrais être là, me dorer le cul au soleil à Dubaï, je sais pas moi, tu étais sur les réseaux, tu vois les gens aux Maldives, à Bali, à Dubaï, t'es là dans ta merde, chez toi, depuis je ne sais combien de mois, parce qu'il y a eu la grossesse aussi avant, et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai branlé, quoi, tu vois, à ce moment-là, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, à ce moment-là, ton mec, c'est ton pire ennemi, tu vois, vraiment, et je lui en ai mis plein la gueule. Mais même si t'aimes ton bébé, enfin, je veux dire, c'est des moments de désespoir qui sont totales, quoi, vraiment. Pourquoi il ne faut pas que ce soit tabou, justement, ces propos-là? Et moi, je te le dis, il ne faut pas que ce soit tabou. Parce qu'en fait, on a besoin d'aide. On a besoin de soutien, on a besoin d'aide, on a besoin d'être réconforté. On a besoin de quelqu'un qui vient, qui prend le relais. Je veux dire, moi, à ce moment-là, ma cousine, elle est venue derrière, j'étais en pleurs, je lui dis, en plus, j'avais un gros placement de produits à faire, donc j'avais toute une vidéo à monter, etc. J'étais dégueulasse, je puais, enfin, j'avais besoin de prendre une douche, de me laver les cheveux, de me sécher les cheveux, tout ça, ça prend 1 heure. En fait, je ne peux pas le faire si le bébé il pleure parce que je ne sais pas laisser mon bébé pleurer. Si je suis à bout, c'est que je ne sais pas laisser mon bébé pleurer. Et y a un vrai problème là-dessus. Alors, heureusement, il y a eu un influenceur qui m'a montré du doigt. J'ai eu, une dizaine de personnes qui m'ont envoyé des messages, des commentaires, mais vraiment tellement sales et dégueulasses et horribles. Genre, je suis une mère indigne, mais tu te rends compte de ce que tu dis, mais t'es vraiment une merde. Des trucs horribles. Mais à côté de ça... Ça t'a mis mal? Non. Mais à côté de ça, j'ai eu des centaines de milliers de messages de mamans et de mamans aussi connues, et pas connues, qui m'ont dit « je suis passée par là ». Il m'est arrivé ça, ça, ça. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait pire que moi. J'ai lu des trucs, je me suis dit, ok, ça va. J'ai peut-être pété un câble sur les réseaux, mais il y en a, ça m'a rassurée, tu vois, parce que ça m'a rassurée de voir qu'il y avait pire. Et je me suis dit, mais merde, je ne savais pas tout ça, moi, avant. Pourquoi on... Mais il n'y a pas de formation, hein. Il n'y a pas de formation, et puis surtout, on ne nous dit pas que la maternité, ça va être comme ça. Voilà, c'est un bébé, c'est génial, ça pleure, tu changes les couches, tu donnes le bibi, puis ça va, c'est cool, tu ne devais pas penser qu'il y avait cette possibilité, cette option de dépression, quoi. Non, et puis vers qui je vais, tu vois, comment je fais, comment je dois gérer, comment je dois faire, en fait. Donc c'est hyper compliqué et il y a vraiment, non, c'est dur. Quand je vois toute la détresse des femmes qui ont gardé ça pour elles et qui du coup sont tombées sur des dépressions postpartum, mais
pas un mois, pas 6 mois, des 2, 3 ans. C'est terrible, vraiment, c'est terrible. Enfin, c'est au point où tu as envie de t'ôter la vie, quoi. Parce que tu es sans solution, tu as l'impression d'être une mauvaise mère. Enfin, quand tu as un bébé qui a un problème de santé, ou voilà, enfin, c'est hyper difficile. On ne devrait pas être, même dans le couple, même au sein du couple, c'est hyper difficile. Enfin, tu prends vraiment cher, quoi, enfin, des deux côtés. Et puis tu te sens incomprise, et puis tu te sens pas soutenue. Et voilà, il y a un tabou autour de ça. Il faut vraiment que ça change parce qu'il faut plus d'aide, parce que ça ne devrait pas être tabou de dire que tu n'en peux plus, tu vois. Même s'il y a des femmes qui ne peuvent pas enfanter. Mais oui, mais pourquoi de façon générale les difficultés de la maternité ne sont pas montrées par les influenceuses? De façon générale, quand on est sur les réseaux sociaux, ça c'est pareil, c'est un problème. On ne voit que l'aspect féerique, on voit que l'aspect... Ouais. On a l'impression d'être dans une sitcom parfois. Mais complètement, moi quand je regarde les comptes de Nabila, je sais pas, de Jazz, de Jessica, de toutes ces mamans qui vivent dans des villas de rêve avec leurs enfants, leurs maris, tout a l'air bien, les photos sont magnifiques, enfin, hormis des petites choses qu'elles ont vécues qui étaient très dramatiques. Je me dis, mais pourquoi moi, est-ce que ces femmes-là, elles se réveillaient aussi la nuit à plus en pouvoir? Est-ce qu'elles n'ont pas pris de douche des fois pendant 2 jours consécutifs? Est-ce que je suis la seule? Est-ce qu'elles se sont pris la tête avec leur mec? Est-ce que, moi j'ai rien vu sur les réseaux, hormis Mel Dedigama, où j'ai un peu suivi du coup pendant ma grossesse. Ça m'a vraiment intéressée de suivre un peu son début de maternité qui n'a pas été évident. Et je voyais qu'elle avait une fille RGO, ça veut dire reflux gastrique œsophagien, et des reflux gastriques qui font mal. Et j'étais là à prier pour que ça ne m'arrive pas. Et ça m'est arrivé. Pas de chance. Mais quand je voyais ses souffrances, c'est la seule que j'ai vue. Sinon, j'avais personne comme exemple, tu vois. Et j'ai l'impression que ce soit sur les réseaux sociaux, au niveau des influenceurs, ou à la télé, dans les séries, dans les films, ou même à l'hôpital, le personnel hospitalier, le personnel médical, personne ne te dit que ça peut être l'enfer, personne ne te dit que tu vas être à bout, personne te prépare. Toi, tu n'as pas moyen de comprendre, tu n'as pas moyen de savoir. Et même les mamans entre elles, c'est l'impression qu'à un moment donné, la maternité, elle prend tellement de joie et de bonheur qu'elles en oublient. Et tu vois, c'est comme l'accouchement. Oh oui, ça fait mal, mais c'est rien par rapport au bonheur. Tu rigoles, moi je m'en souviens comme si c'était hier. Hein. Attends, et pourtant j'ai pas été coupée ni... Mais je sais pas, il y a comme un tabou, tu vois, faut pas prévenir, il y a une peur, sinon on n'enfanterait plus, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un secret de mère, quoi. Ça te faisait culpabiliser, ces stories, ces comptes parfaits que tu peux voir? Bien sûr, ça fait culpabiliser. Elles ont un corps parfait. Je suis encore là avec ma graisse, ma cellulite. Elles me demandaient si je veux passer sur la table de billard ou si j'aurais le courage de faire du sport alors que j'en peux plus. Bien sûr, je culpabilise et je me dis, mais putain, moi je suis là dans ma petite ville à Nantes, j'ai pas de piscine. Moi, je sais pas, je vais pas au restaurant. J'ai pas encore le temps de prendre des photos de famille. Là, leur fils, il est en joie. Elles ont pas l'air de péter un câble sur leur story. Elles ont l'air... tout le temps pimpante, bien sûr que je culpabilise, ça me saoule, je deviens même jalouse, tu vois, je deviens cette femme jalouse, je dis mais pourquoi c'est pas comme ça à la maison? Putain, moi je suis là, je pue, j'attends mon mec, j'ai même pas pu faire ce que je voulais faire, on peut même pas ken, j'ai mes règles, ça fait 3 mois, j'en ai ras le cul, enfin tu comprends ou pas? J'ai envie de me retrouver en tant que femme, j'ai envie qu'une nuit on passe, que ça soit cool et que bébé dort et être pimpante le lendemain. J'ai envie de pouvoir tout gérer en même temps. Ce que je comprends, c'est que le fait de verbaliser, de ne pas le garder pour soi, de le sortir, de l'extérioriser, c'est peut-être au moins 50-60% du travail, non? Mais clairement, ça fait du bien de parler. Hein. Bah oui. Moi, je me déchaîne. Hein. Quand j'ai besoin, j'appelle mes copines, mes copains, machin. Là, j'en ai marre. Là. Et sur les réseaux aussi. Voilà, ça me fait du bien d'en parler, heureusement, parce que si on ne pouvait pas en parler, je crois que je serais encore à morfondre chez moi. Quoi. Et ça me fait du bien d'en parler sur les réseaux parce que toutes mes copines ne sont pas mamans, donc ne comprennent pas forcément, même si elles sont là et tout, elles écoutent, mais voilà. Donc, puis ça me fait du bien de pouvoir partager plein de choses avec ma communauté. J'ai vraiment une communauté qui a grandi avec moi. Et puis, j'ai agrandi ma communauté. Et puis, j'ai plein de conseils. Je partage plein de choses. Je discute avec plein de personnes. Enfin, c'est super. Ces échanges me font beaucoup de bien, apparemment comme à elles. Donc, c'est cool. Il y a un échange mutuel de bienveillance et d'amour et de bons conseils. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Maman est célèbre aussi. Et maman est célèbre, effectivement. On va pas oublier cette grande partie de ma vie. Nouvelle émission pour toi, c'est totalement différent de ce que tu as toujours connu. Ouais. Alors ouais, complètement. Hein. C'est totalement différent. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais, je crois que je me suis jamais aussi sentie bien dans une télé. Parce que c'est une télé dans laquelle j'ai pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un que je suis pas.
Et puis parce que j'ai grandi, et puis parce que je me sens bien dans mon rôle. Je suis là, on n'est que sur moi, sur ma vie, c'est totalement différent. C'est un petit comité, je crois que vous avez un seul journaliste qui vient avec une caméra, Ouais. donc c'est vraiment C'est pas restreint, intrusif. c'est intime. C'est intime. Et puis c'est sur moi, c'est sur ma vie, donc il n'y a rien qui est déformé, il n'y a rien qui n'existe pas, il n'y a rien... il n'y a rien de malveillant ou de malsain, il n'y a rien qui peut m'angoisser ou me stresser. Donc du coup, c'est cool. Renouer avec la caméra, renouer avec la télévision, ça faisait un petit moment que tu avais fait une pause. On sait tout ce que tu as traversé pendant des années, on en a beaucoup parlé sur le talk show Aja, et ça fait plaisir de te voir avec le regard pétillant comme il est aujourd'hui. Ça t'a fait quoi de renouer avec les caméras? J'avais hyper peur au départ. Franchement, j'avais super peur parce qu'en plus, voilà, je venais d'accoucher et tout. Franchement, je dormais pas. D'ailleurs, ça se voit, hein, quand je me regarde un peu au début, là, quand je vois, je suis très fatiguée, ça se sent dans les ITV, etc. Mais au final, je suis contente parce que ça me permet de partager encore plus de choses. Parce que parler sur les réseaux de ce que je vis, c'est une chose, mais j'ai pas de caméra pour montrer un petit peu des fois ce qui se passe. Et du coup, en fait, Maman est célèbre, ça suit un petit peu ce que je fais sur les réseaux, et donc c'est vachement cool. Et j'espère vraiment que ça permet à plein de personnes de se sentir un peu moins seule parfois, parce que je montre le bon comme le mauvais. Alors, j'espère j'espère avoir un bon rôle là-dedans, quoi. Julien, comment il l'appréhende tout ça, c'est nouveau? Julien, ouais, c'est pas pareil, parce que du coup, je suis avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même vie que moi, oui. Qui n'est pas exposé. Il fait quoi? Alors lui, il est directeur régional pour je peux pas dire le nom de la boutique. Voilà, il y a plein de boutiques pour une en enseigne. France. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Pour une enseigne, voilà. Donc il dirige environ 17 magasins. D'accord. Donc voilà, 2 salles, 2 ambiances. Rien à voir. Et alors, la découverte de cet univers si magnifique et féerique? Alors, lui, il comprend jamais rien. Des fois, il me suit sur des trucs, parce que je lui dis, est-ce que, tu vois, aujourd'hui, on fait ça, est-ce que ça te dérange pas de passer quelques minutes et tout? Donc, il faut pas que ce soit trop, parce qu'il faut pas que ça le dérange dans son travail, mais sinon, voilà. Après, c'est quelqu'un, qui est hyper nature et tout, donc ça passe. C'est bien, pour le coup, t'es avec quelqu'un qui fait pas du tout de télé, qui est pas du tout attiré par ça. Non, ça te change. Ouais, ça me change. Voilà, du coup, il n'y a pas de concurrence entre nous. Il n'y a pas de truc malsain. Et au niveau du couple, on a beaucoup parlé du rôle de maman, de ta philosophie en tant que maman. Au niveau du couple, ça va? C'est un chamboulement quand même d'avoir un enfant. C'est un chamboulement. Avant, on n'était que 2. On avait nos habitudes. C'est pas évident, hein. Franchement. C'est pas évident, on a traversé des moments difficiles. Ça peut mettre à mal un couple, et si oui, de quelle façon faire en sorte de limiter la casse? Complètement. Franchement, déjà, tu découvres, je pense que tout comme lui, hein, il a eu des phrases en me disant, mais je te reconnais pas, je sais pas qui t'es, tu vois. Parce qu'il y a des moments où j'étais à bout, alors il y a des choses que j'ai dit, j'avais jamais été jusque-là avant. Tout comme lui, je lui ai dit, franchement, en fait, je crois que je sais pas avec qui je me suis mariée, quoi. Ça va loin des fois, hein. Dans les mots, c'est dur parce que avoir un bébé, on se connaît pas en tant que parent, on se découvre. Donc on se découvre aussi dans un nouveau rôle dans le couple. En tant que parent, tout est chamboulé, c'est hyper difficile. Franchement, si t'es pas soudé à la base, c'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud. Donc on a traversé plusieurs crises. Heureusement, il s'est quand même montré indulgent. Enfin, indulgent. Moi aussi, hein, je me suis montrée indulgente. Je dis ça, mais... Tous les deux. On s'est tous les deux montrés indulgents. Et il a été compréhensif. Et on a encaissé les critiques l'un envers l'autre. Mais il a fallu, il fallait un peu de temps. Je pense que lui, il a mis un peu plus de temps à s'adapter aux choses, etc. Et à comprendre certaines choses. Et le mieux, c'est vraiment la communication. Hein. C'est la communication et surtout, ne pas attendre de l'autre qu'il fasse ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il faut que tu lui dises. Si j'ai besoin de ça, il faut que tu fasses ça, ça, ça. J'attends ça de toi, j'ai envie de faire ça avec toi, voilà. J'aimerais développer tel projet avec toi. Là, il faut vraiment qu'on se mette un jour, tous les temps de temps, qu'on s'organise ce moment-là que pour nous. Vraiment, tu es obligé de t'organiser, de te prévoir tes moments. C'est fini, c'est plus tous les jours. Il faut se prévoir des moments pour le couple. Donc voilà, là, on commence à avoir un rythme. À le trouver en tout cas, le rythme. À le trouver, petit à petit.
Eh Mais, ben, je suis sûr que tout va rouler comme sur des roulettes, j'allais dire, mais ma phrase de fin, elle est débile. Je peux pas finir comme ça, Maëva. Aide-moi. Ben, Je vous souhaite sais le pas. meilleur. Bah souhaite-nous le oui, meilleur. je vous souhaite le meilleur et avec plaisir pour le rencontrer, j'espère, prochainement. Maëva, je te remercie infiniment pour cette interview en toute intimité. C'est impressionnant ce que je vois dans tes yeux. J'espère que vous le voyez au travers de la caméra. Tu as les yeux pétillants, c'est agréable de t'entendre. Ah ouais, Et ce discours, je suis sûr qu'il va faire du bien à énormément de mamans ou de futures mamans. Merci pour ça. j'espère. Filez rejoindre Maëva Martinez sur ses réseaux sociaux. Son compte Instagram, c'est I am Maëva Martinez. Son compte Snap pour les stories, c'est maeva.martinez. Le compte YouTube, c'est Maëva. Il y a un TikTok. Ah oui, mais alors je me rappelle plus du truc. Bah, tu sais quoi, je le mets là. Ouais. Bon, franchement, c'est pas très intéressant. Je suis nulle en TikTok, mais bon, abonnez-vous, ça me fera toujours plus de follow. Bah oui, et puis ça te motivera peut-être pour faire plus de TikTok. Ouais, mais là, j'ai plus le temps. Entre deux biberons. Entre deux vidéos. Voilà. Ouais. Merci Maëva, merci à vous pour votre fidélité. Vous nous partagez votre ressenti, vos émotions, ce que vous avez pensé de cette interview en toute intimité avec Maëva Martinez dans la barre de commentaires juste en dessous. Nous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.